Je vais vous faire un focus sur le segment des mobilités dans les périphéries des grandes agglomérations. Quand on traite de la demande de transport, en général, on prend ce que les collectivités appellent des enquêtes globales de transport ou des enquêtes nationales de transport. Et ça vous donne, par exemple, pour la région Île-de-France, des résultats comme ça. On fait en moyenne 3,87 déplacements par personne et par jour. C'est le quotidien, la mobilité du quotidien. D'un peu plus de 4 km, voilà, et puis tel pourcentage en voiture, etc. Et quand on voit ça, on a envie de dire, au fond, ce vers quoi il faut aller, c'est la ville des courtes distances. Et il y a pas mal d'études sur ce sujet qui disent, voilà, il suffirait que les activités soient suffisamment proches des lieux d'habitation pour qu'au fond, on optimise le système. C'est la ville des courtes distances. Alors qu'en est-il quand on regarde en détail les enquêtes? Alors, si on prend par exemple l'enquête globale qui a été effectuée en 2010 et qu'on met sur un diagramme où horizontalement, vous avez les tranches de distance des lieux d'habitation par rapport au centre de l'agglo. Donc 0,5 km c'est Paris, 5-10 km c'est les gens qui habitent entre 5 et 10 km de Notre-Dame, etc. Et en ordonnée, vous avez la portée, la distance, vol d'oiseau, des déplacements. Si vous prenez par exemple les déplacements, je ne vois pas bien les couleurs, je crois que c'est loisirs, vous voyez que c'est 3 km à Paris, puis 5 km. Si vous prenez, c'est des moyennes à chaque fois pour chaque couronne. Si vous prenez le fait d'aller faire des achats, c'est 2 ou 3 km. Si vous prenez l'école, c'est 2 ou 3 km aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le semi d'école, le semi de commerce sont suffisamment nombreux et fins et bien répartis pour qu'il suffise d'y aller à pied ou à vélo à la limite. Mais si vous prenez maintenant l'accès au travail, vous obtenez, selon que vous prenez les données EGT ou les données INSEE qui sont plus fines et qui permettent d'aller plus loin, vous obtenez quelque chose qui n'a pas du tout la même allure. Et donc on ne peut pas traiter ces deux types de mobilité de la même manière. Voilà. Alors, donc, vous comprenez pourquoi je vais faire un focus sur le domicile de travail, et vous comprenez aussi pourquoi sur les périphéries. Alors, il y a l'INSEE qui avait sorti sur une génération, 1975-99, l'évolution de la distance moyenne que devaient effectuer les habitants de la région Île-de-France pour aller travailler. Alors, vous avez sur cette carte en haut à gauche 1975, en bas à droite 1999. Vous voyez là aussi qu'il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose. Pas grand-chose dans le cœur de l'agglo, puisqu'en gros, les gens faisaient ces jaunes moins de 5 km pour aller bosser il y a 25 ans, et 25 ans plus tard, ils font toujours un peu moins de 5 km pour aller bosser. Et par contre, si vous habitez en grande couronne, c'était jaune ou orange il y a 25 ans, et maintenant tout est devenu rouge, voire rouge sombre. C'est-à-dire que le comportement des habitants de ces communes a bougé fortement. Pour la petite histoire, nous avons séparé là-dedans les communes pour lesquelles il y avait plus d'emplois que d'actifs et, à contrario, les communes pour lesquelles il y avait plus d'actifs que d'emplois. On s'attendait à avoir deux nuages différents, ils sont pratiquement superposés. Il ne suffit pas de mettre autant d'emplois que d'actifs dans une commune pour régler le problème. C'est probablement nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'offre de transport guidé. L'offre de transport guidé, métro, RER et autres. À Paris, vous avez 300 stations de métro pour 20 communes, 14 par commune. En Grande Couronne, vous avez 320 gares de TER pour 60 fois plus de communes, donc en densité 60 fois moins. L'approche couronne est entre les deux. Donc il est clair qu'il y a une ségrégation spatiale et que cette ségrégation spatiale est aggravée d'ailleurs encore par la fréquence. Et en Grande Couronne, vous avez parfois 2 ou 1 train par heure. Que le Grand Paris Express, il est nécessaire pour désengorger les réseaux de métro dans le centre, d'une part, et pour faire face à l'augmentation de la demande de mobilité dans le centre, mais ce n'est pas lui qui va régler le problème des 5 millions d'habitants dont on parle depuis tout à l'heure. Quels sont les retours d'expérience? Il y a un organisme qui donne pour 2 douzaines de villes européennes des tas de données sur ce qu'on appelle les autorités organisatrices de transport. Quand on regarde les chiffres en détail, on s'aperçoit en gros qu'ils ont à Madrid 4 modes de transport, là où nous on en a 3. Alors le modèle est le suivant. La moitié des 300 lignes d'autocar express qui existent en région madrilène empruntent des autoroutes radiales qu'on voit sur le schéma en bas à droite et qui irriguent toute la région de Madrid et rabattent les flux sur des pôles multimodaux eux-mêmes situés sur une ligne de métro circulaire et des lignes de métro radiales. Vous voyez l'analogie avec le Grand Paris. Vous avez au niveau moins 3 lignes de métro.
Au niveau -1, 54 lignes d'autocars interurbains qui arrivaient. En 20 secondes, vous êtes en bas. Et au niveau 0, les bus urbains de Madrid. Il y a plus de 100 000 passagers qui passent d'un mode routier à un mode rail. Si on essaie de transposer le modèle madrilène, ben là, il y a une rocade qui s'appelle la francilienne. Et si on détecte tous les pôles multimodaux de RER ou TER qui sont proches de cette rocade et des lignes radiales, ben on voit que ça pourrait s'appliquer. L'idée de base, c'est on peut transporter plus et mieux avec ce qui existe, à condition d'utiliser les réseaux routiers, de les raccorder au réseau ferroviaire avec des pôles multimodaux où il ne faut pas 7 ou 8 minutes de passer de l'un à l'autre, mais moins d'une minute. Et si on veut faire des propositions à très court terme, l'idée de base, ça consiste à faire fonctionner encore une fois la route et le rail comme un seul réseau au service des citoyens, analyser les flux, et puis rien n'interdit de faire des copier-coller des lignes dès maintenant, c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez déjà une ligne qui marche ici à Dourdan, rien n'empêche de faire des copier-coller comme ça, et de tout rabattre par exemple sur le Massy. On peut mettre les services avant de chercher à savoir s'il faut élargir le bout d'autoroute qui est là. Il faut peut-être faire quelques petits parkings de covoiturage ou de comodalité dans tous ces coins-là. Voilà. Alors, ce que je dirais pour terminer, c'est que il y a un véritable potentiel pour transporter plus et moins de manière résiliente avec les réseaux de voies rapides. Ça repose sur des modes partagés, des parkings de covoiturage. On a 15 parkings de covoiturage sur le réseau Vinci Autoroute. Ça repose sur des voies peut-être réservées aux covoitureurs. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai dépassé, je suis à 21 minutes 46 secondes. Merci.